Cette conférence sur sécurité et liberté vient conclure un cycle de 5 conférences qui ont été prononcées par des membres des différentes académies. Elle prend une approche principalement juridique du sujet et a pour objet de réfléchir au rapprochement et aux tensions qui peuvent exister entre sécurité et liberté. Les deux notions sont liées, sont même assez largement indissociables. Elles peuvent aussi présenter entre elles certaines contradictions et il faut donc trouver un équilibre qui permette aux libertés de s'exercer dans le respect de l'ordre public, entendu le plus largement. Et la conférence réfléchira à cette conciliation en même temps qu'elle s'intéressera aux évolutions les plus récentes du droit des libertés, nouvelles questions posées, impératifs de l'urgence fortement ressentis et interrogations sur les principes mêmes de la démocratie libérale. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette dernière rencontre du cycle Un semestre avec les académiciens autour de la liberté. Nous avons déjà eu l'occasion de rencontrer un physicien pour l'Académie des sciences, un compositeur pour l'Académie des beaux-arts, une écrivaine pour l'Académie française et puis un helléniste qui se trouve ici pour l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et nous terminons en beauté avec un juriste, M. Stiern, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Nous remercions, comme de coutume, Monsieur le recteur Olivier Ginez, délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui organise ce cycle en partenariat avec l'Institut de France. Et c'est maintenant un peu une tradition. Nous allons donc procéder en 3 temps. D'abord, faire plus ample connaissance avec l'intervenant de ce soir, M. Stiern. Ensuite, il vous parlera du thème qu'il a choisi, liberté et sécurité, entre conflit et complémentarité. Et puis, vous aurez un long temps de questions, une demi-heure, pour partager vos réflexions, puis en demander un peu plus sur les points qui vous intéressent. Alors, pour commencer, Bernard Stiern, pourquoi avez-vous choisi cette discipline du droit ? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir choisi la discipline du droit, comme vous dites. J'ai choisi à la sortie de l'ENA le Conseil d'État, c'est-à-dire la vie administrative avec une dimension juridique importante. Mais le rôle du Conseil d'État est un rôle plus large que le droit. C'est une institution qui essaye de contribuer au bon fonctionnement de l'État dans son entier. Et ce qui est vrai, c'est que j'ai beaucoup aimé ce métier. Donc j'ai fait l'essentiel de ma carrière au Conseil d'État avec une petite échappée à l'éducation nationale en étant directeur de cabinet du secrétaire d'État à l'éducation nationale en 1983-84. Mais pour l'essentiel, effectivement, j'ai travaillé au Conseil d'État. Avec un amour particulier de la chose publique. Ce thème de la liberté a vraiment traversé vos réflexions, vos travaux. Vous avez d'ailleurs écrit à ce sujet. Et c'est vous qui avez fortement soutenu le projet d'organiser ce cycle. Pourquoi est-ce que ça vous semblait important de proposer quelque chose aux étudiants autour de ce thème ? Alors, c'est un projet que nous avons monté avec le rectorat de Paris, l'Institut de France et le rectorat de Paris. Il y a eu un premier projet, qui a été construit au départ exclusivement par l'Académie des sciences morales et politiques à destination des lycéens de terminale, avec des conférences qui touchent aux matières de spécialité des élèves de terminale. Et ce cycle, les académiciens en Sorbonne, fonctionne très bien, une grande réussite. Et nous avons commencé à ouvrir un peu ce site aux autres académies, parce que nous sommes dit aussi que les élèves de terminale, ils font parfois du grec et du latin, ils font des sciences, ils s'intéressent à l'histoire de l'art, donc à la littérature, donc les autres académies peuvent aussi avoir leur place. Et nous nous sommes dit avec le rectorat, et tout spécialement avec le recteur délégué à l'enseignement supérieur, qu'il pouvait être intéressant de faire un autre cycle
à destination des étudiants. Alors, tout le monde n'est peut-être pas étudiant dans l'amphi ce soir, mais quand même beaucoup sont les étudiants. Ils ont un cycle ouvert aux étudiants des différentes universités pour donner un petit peu de recul par rapport aux études, d'où l'idée d'intervention là des 5 académies. C'est vraiment un cycle interacadémique qui permet d'ailleurs de montrer que l'Institut de France groupe 5 académies qui ont chacune leur personnalité, leur objet, leur domaine de compétences, et que lorsque sur un thème donné, ça semblait assez logique de commencer par la liberté pour la première année, sur un thème donné, avoir les regards de 5 académiciens, chacun porteur de la vision de sa propre académie, ça pouvait avoir du sens, et y compris pour ceux qui ne sont pas étudiants dans la discipline considérée. J'espère que tous ceux qui sont là ne sont pas étudiants en droit et qu'il y a des étudiants en histoire, en sciences parmi vous. J'espère d'ailleurs que vous êtes nombreux. C'est un peu l'idée que nous avions. On fera la semaine prochaine un petit bilan de cette première année, à avoir suivi l'ensemble du cycle, de manière à avoir sur le thème de la liberté, des éclairages différents, mais bien sûr, certainement très, très complémentaires. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur votre académie spécifique, qui est l'Académie des sciences morales et politiques, qui est peut-être un peu moins connue du grand public ? Voilà, alors comme vous l'avez vu, hein, si vous êtes là depuis le début, l'Institut de France groupe 5 académies. La plus ancienne est l'Académie française, créée par Richelieu, dont le portrait est juste derrière moi, en 1635. Et avant la Révolution, avait déjà été mise en place, outre l'Académie française, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et ces 4 académies ont commencé à travailler sous l'Ancien Régime, au Louvre à l'époque, et pendant la période révolutionnaire, elles n'ont à aucun moment été supprimées, mais elles ont été vraiment en sommeil assez profond, pendant la période de la Terreur, 1793-1794. Et c'est en 1795, la Convention, après la chute de Robespierre, mais juste avant le passage au Directoire, la Convention a décidé de faire revivre les académies et de les grouper, et ça c'était une nouveauté totale, dans l'Institut de France. Elle a en même temps eu la bonne idée de créer une 5e académie, l'Académie des sciences morales et politiques, qui est donc née en 1795, en même temps que l'Institut, en même temps que les académies, les plus anciennes, reprenaient vie au sein du nouvel Institut de France. Alors, l'Académie des sciences morales et politiques n'a pas eu un parcours tout à fait comme un long fleuve tranquille, parce que elle a agacé l'empereur Napoléon, qui trouvait cette académie un peu agitée, contestataire, doctrinaire. Et en 1805, il a supprimé les sciences morales et politiques, et qui ont été recréées en 1832 au début du règne de Louis-Philippe, et à l'initiative principalement de Guizot, qui était d'ailleurs membre de l'Académie, comme de l'Académie des inscriptions et de l'Académie française. Il était membre de 3 académies. D'ailleurs, à la fin de cette année, nous allons une journée sous la coupole pour les 150 ans de la mort de Guizot, qui est décédé en 1874, donc il y aura 150 ans cette année. Alors, cette Académie des sciences morales et politiques, elle groupe l'ensemble des sciences humaines. Elle a 5 sections thématiques qui montrent bien les sujets dont elle s'occupe. Philosophie, morale et sociologie, histoire et géographie, économie, statistique et finance, et législation, droit public et jurisprudence, qui est la section à laquelle j'appartiens. À ces 5 sections thématiques s'ajoute une section générale. Les sections thématiques comprennent chacune 8 membres, la section générale 10, si bien que l'Académie au total comprend 50 membres. Eh bien, un grand merci. Nous allons donc maintenant rentrer dans le vif du sujet à vos côtés. Peut-être maintenant que nos étudiants ont fait plus ample connaissance avec vous, nous pourrions un peu vous poser quelques questions. Alors, ça va être très rapide, à main levée. Qui d'entre vous a suivi des études de droit ? Et qui a participé à d'autres rencontres de ce cycle autour de la liberté ? Ah bien. Eh bien, merci beaucoup.
Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Je suis vraiment très, très heureux d'avoir l'honneur de clôturer ce cycle de conférences et de le faire dans ce bel amphithéâtre Louis Liard. Le thème sur lequel je voudrais réfléchir avec vous et sur lequel après j'essaierai de répondre à vos questions, c'est un thème finalement assez classique dans le droit des libertés, liberté et sécurité, entre conflit et complémentarité. Disons d'emblée que la liberté et la sécurité forment un couple étrange. L'un et l'autre vont ensemble. Et l'un et l'autre sont, l'une et l'autre, sont deux aspirations fondamentales de la vie en société. Chacun de vous, comme tous les citoyens, souhaite être libre et souhaite être libre en sécurité. Les deux sont difficilement dissociables et il revient aux autorités publiques à la fois de garantir les libertés et d'assurer la sécurité des citoyens. On trouve d'ailleurs le rapprochement entre les deux au tout début du Code de la sécurité intérieure. Le Code de la sécurité intérieure commence par un article L111.1. Ceux qui sont habitués à la numérotation des codes, cette numérotation dite décimale, chacun des 3 premiers chiffres correspond au livre, titre et chapitre. Donc là, on est livre premier, titre premier, chapitre premier, article premier. Il dit ceci: la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. Vous voyez le rapprochement, l'union entre les deux. La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions d'exercice des libertés individuelles et collectives. Donc 2 notions qui sont très liées, mais entre lesquelles existe néanmoins une forme de contradiction. Une forme de contradiction parce que une liberté sans contrôle, sans limite, expose à l'insécurité. Et inversement, la recherche d'une sécurité complète peut conduire à étouffer la liberté. Les crises récentes qui se succèdent soulignent l'existence et la force de ces tensions, de ces contradictions entre liberté et sécurité. La lutte contre le terrorisme, le combat contre la Covid-19, le souci de mieux régler les flux migratoires, la régulation des opérateurs et des outils numériques, les préoccupations devant les changements climatiques. Sur tous ces grands sujets, on voit, dans un but de sécurité, des limites nouvelles qui sont posées, qui sont parfois considérables aux droits et aux libertés de chacun. Donc il y a une union indissociable entre liberté et sécurité, il y a aussi une certaine dose de contradiction et de tension. Et c'est pourquoi une conciliation entre les 2 notions est en permanence à rechercher. Les libertés s'exercent dans le souci de la sécurité et le droit, on le verra un peu plus en détail, affirme que les libertés doivent respecter l'ordre public. Il est donc légitime d'encadrer les libertés, mais de les encadrer dans la mesure, et seulement dans la mesure, nécessaire au maintien de l'ordre public. Et nous verrons que l'idée de proportionnalité est comme un fil directeur. Toute restriction aux libertés doit être adaptée aux circonstances et nécessaire à la protection de la sécurité. Une restriction aux libertés dans un but de sécurité n'est admissible que si elle est nécessaire et proportionnée. Alors bien sûr, le curseur de la proportionnalité n'est pas toujours aisé à trouver. Et non seulement il n'est pas aisé à trouver, mais il n'est jamais fixé une fois pour toutes. En permanence, il y a des évolutions, des risques inédits d'insécurité apparaissent, des libertés nouvelles sont également recherchées. Et par conséquent, cet équilibre délicat est par nature un équilibre instable, un équilibre évolutif, un équilibre mouvant. Toutefois, il repose sur des principes
qui, eux, ont un caractère permanent. Et ces principes permanents sont comme des boussoles aux adaptations qu'il est sans cesse nécessaire d'opérer. Et c'est pourquoi je voudrais d'abord rappeler ces principes permanents qui permettent de concilier liberté et sécurité, avant de regarder les évolutions d'aujourd'hui qui résultent des mutations du monde dans lequel nous vivons. Et je voudrais essayer de vous montrer que la force de ces principes permanents aide à organiser l'indispensable mouvement qui règle l'équilibre entre sécurité et liberté. Alors, tout d'abord, sécurité et liberté, des principes permanents. Ces principes permanents, ils sont au fond au nombre de 3 qui se complètent les uns les autres. Premier principe, la liberté est la règle. Nos sociétés démocratiques reposent d'abord sur la liberté est la règle. Deuxième principe, parce qu'il est un gage de la sécurité, l'ordre public doit être maintenu. La liberté d'abord, la garantie de l'ordre public ensuite. Et enfin, un strict contrôle de proportionnalité s'exerce sur les restrictions qui sont apportées aux libertés dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité. La liberté, l'ordre public, la proportionnalité, ce sont les 3 principes permanents sur lesquels est construit notre droit des libertés. Alors tout d'abord, la liberté est la règle. Cette règle, on la trouve, comme beaucoup de nos règles fondatrices, dans la Déclaration des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée nationale le 26 août 1789, dans la belle langue du XVIIIe siècle. Les lois aujourd'hui sont un peu moins bien rédigées. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme dispose que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et c'est une très juste formule, pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et l'article 5, qui le suit, précise « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. » Ce sont vraiment des phrases qui disent énormément de choses en très peu de mots. Presque tout est dit dans ces 2 phrases de l'article 4 et de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme. Ces articles, bien sûr, s'inspirent de la philosophie des Lumières, peut-être de la philosophie grecque avant elle, mais en tout cas certainement de la philosophie des Lumières. Et comme toute la philosophie des Lumières, la Déclaration des droits de l'homme fait une très grande confiance à la loi. 2 siècles après, on a peut-être un peu moins confiance dans la loi, nous le verrons. Mais au moment de la Révolution française, la confiance est entière dans la loi. Et cet idéal de liberté construit par la loi s'est consolidé au fil de l'histoire républicaine et notamment au tournant du 19e et du 20e siècle, dans les premières années de la Troisième République, avec une série de très grandes lois qui sont encore aujourd'hui notre socle essentiel du droit des libertés. Loi sur la liberté de réunion du 30 juin 1881, liberté de la presse, loi du 29 juillet 1881, liberté syndicale, loi du 21 mars 1884, liberté d'association, la grande loi du 1er juillet 1901 sur la liberté d'association, et, je dirais, dernière de cette grande construction, la liberté religieuse et la séparation des églises et de l'État, avec la loi du 9 décembre 1905. Cette tradition républicaine se reflète encore dans la Constitution d'aujourd'hui, la Constitution de la Ve République, dont l'article 34 réserve à la loi la compétence pour énoncer les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. C'est la loi qui fixe les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Et la loi a construit le droit des libertés, et seule la loi peut apporter des restrictions aux libertés. Tout le droit public français repose sur ce
principe, ce principe républicain, la liberté et la règle, dans le cadre déterminé par la loi. Et je voudrais juste vous rappeler les phrases d'un de mes illustres ancêtres au Conseil d'État, commissaire du gouvernement Corneille, qui n'avait pas de rapport avec le tragédien, mais le commissaire du gouvernement, M. Corneille, déclarait devant le Conseil d'État, dans des conclusions rendues le 10 août 1917, donc pendant la Première Guerre mondiale, sur un arrêt Baldi, et je cite ces phrases qui, là aussi, sont des belles phrases et qui, je crois, sont très éclairantes. Voilà ce que disait le commissaire du gouvernement, on dirait aujourd'hui le rapporteur public, comme savent ceux d'entre vous qui font des études de droit, pour déterminer l'étendue d'un pouvoir de police dans un cas particulier. Il faut tout de suite se rappeler que les pouvoirs de police sont toujours des restrictions aux libertés des particuliers, que le point de départ de notre droit public est dans l'ensemble les libertés des citoyens, que la Déclaration des droits de l'homme est implicitement ou explicitement au frontispice des constitutions républicaines et que toute controverse de droit public doit, pour se calquer sur les principes généraux, partir de ce point de vue que la liberté est la règle et la restriction de police l'exception. La liberté est la règle et la restriction de police l'exception. Là aussi, la formule dit beaucoup en quelques mots et dit vraiment l'essentiel. Il revient donc aux autorités de police de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en garantissant le respect de l'ordre public. Et là, nous arrivons à notre deuxième principe permanent, après la liberté, règle première, le respect de l'ordre public, gage de la sécurité. Et notre droit, en même temps qu'il érige la liberté en règle, il encadre son exercice par l'ordre public dont il retient une conception large. L'ordre public consiste d'abord, bien sûr, à éviter les troubles matériels à l'ordre public. Troubles qui, par des débordements ou des violences, comme même dans cette enceinte de la Sorbonne, on en connaît parfois, portent directement atteinte à la sécurité de chacun. Mais au-delà de l'ordre public matériel, l'ordre public consiste aussi à répondre aux besoins fondamentaux de la population et de la vie en société. Cette conception de l'ordre public a été énoncée dès 1884 dans la Grande Loi municipale de 1884, dont les termes sont aujourd'hui à l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui nous dit, les mots n'ont pas changé depuis 1884, que la police municipale, exercée par le maire, a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Et plus largement encore, l'ordre public exprime les valeurs essentielles du consensus social et du système juridique. Il inclut en particulier la dignité de la personne humaine, et au nom de cette dignité, c'est peut-être un des arrêts les plus connus du Conseil d'État, au nom de la dignité de la personne humaine, le Conseil d'État a jugé que des maires avaient pu interdire les spectacles de lancer de nains, quand bien même ces spectacles témoignaient de la liberté de ceux qui participaient, des personnes de petite taille qui avaient organisé ces spectacles, qui en faisaient leur activité professionnelle, mais qui tournaient en ridicule une personne en raison de sa taille, et par là portaient atteinte à la dignité de toutes les personnes de petite taille, et par conséquent, par des arrêts bien connus de 1995, commune de Morsan-sur-Orge et ville d'Aix-en-Provence, le Conseil d'État a jugé, et vous voyez bien là la conciliation entre liberté et ordre public, qu'au nom de la dignité de la personne humaine composante de l'ordre public, il était possible au maire d'interdire de tels spectacles. Et c'est exactement le même raisonnement, en tout cas un raisonnement de même nature, que le Conseil d'État a suivi plus récemment dans des affaires qui ont été elles aussi largement commentées, lorsque le Conseil d'État a jugé légale l'interdiction
d'un spectacle de Dieudonné, Le Mur, spectacle qui, dans sa version initiale, qui a donné lieu à la décision du Conseil d'État en janvier 2014, incité et même provoqué de manière non dissimulée à l'antisémitisme, avait donc un élément de racisme extrêmement important, par là touché à la dignité de la personne humaine et a donc pu être interdit pour ce motif. Voilà quelques exemples bien connus de l'Anse-Nain, les spectacles de Dieudonné, qui illustrent, je pense bien, la dialectique entre liberté et ordre public. Alors, les mesures nécessaires sont prises par le maire dans la commune, par le préfet dans le département, par le gouvernement sur l'ensemble du territoire national. Le maire, le préfet, le gouvernement disposent de pouvoirs de police générale qui s'exercent en particulier en matière de circulation, de réunions, de spectacles, de manifestations. Et il y a en plus, outre cette police générale, de très nombreuses polices spéciales pour lesquelles des lois particulières ont organisé des pouvoirs de police qui visent certaines personnes, les étrangers, les nomades, les aliénés, ou certaines activités comme la chasse, la pêche, les débits de boissons, le cinéma, l'affichage, le transport, la téléphonie mobile ou, en dernier lieu, les organismes génétiquement modifiés, les OGM. L'ordre public, largement entendu, permet de prendre des mesures à caractère général, comme l'obligation de porter la ceinture de sécurité en voiture ou l'interdiction de fumer dans les lieux publics, et il est le fondement de multiples décisions particulières qui viennent interdire une manifestation ou encadrer son déroulement. Dans tous les cas, les restrictions aux libertés doivent être proportionnées, et c'est le troisième pilier, après la liberté, l'ordre public, le principe de proportionnalité. Ce principe de proportionnalité, on en trouve de très nombreuses illustrations. Une particulièrement éclairante est venue dès les lendemains de la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, et a donné lieu à une décision du Conseil d'État rendue en 1909, donc tout début de l'application de la loi. Un maire, il s'agissait du maire de Sens en l'espèce, avait fait une interprétation très maximaliste de la loi de séparation, et il avait estimé que cette loi pouvait le conduire à interdire dans sa commune qu'un prêtre accompagne en costume sacerdotal un convoi funéraire du domicile du défunt jusqu'à l'église. Et le maire avait estimé que la laïcité, telle qu'elle découlait de 1905, faisait obstacle à ce qu'un prêtre revêtu de tous ses attributs accompagne sur la voie publique un cercueil jusqu'à l'église. Cette décision a été annulée par le Conseil d'État en 1909 sur la requête de l'abbé Olivier, c'est donc l'arrêt abbé Olivier, et la décision du Conseil d'État dit ceci: si le maire est chargé du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Et vous voyez toujours l'idée de proportionnalité, de conciliation. Il veille à l'ordre public, certes, il fait appliquer les lois, notamment la loi de 1905, mais il doit le concilier avec le respect des libertés garanties par les lois. Et la décision du Conseil d'État relève que la loi de 1905 entend respecter, en matière de funérailles, les habitudes, les traditions locales, et ne permet, je cite encore l'arrêt, ne permet de n'y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l'ordre. Strictement nécessaire au maintien de l'ordre. Et là, la mesure était disproportionnée au regard de maintien de l'ordre. Cette théorie de la proportionnalité a été complètement définie par le Conseil d'État dans un arrêt Benjamin en 1933. Et dans cette affaire, le Conseil d'État a annulé, là aussi, une décision d'un autre maire, cette fois le maire de Nevers. Le maire de Nevers, dans le contexte des années 30, avait interdit une conférence que René Benjamin, qui était un écrivain, un journaliste proche de l'Action française, devait donner dans cette ville sur un sujet tout de même
tout à fait honorable. Le thème de la conférence était 2 auteurs comiques, Courteline et Sacha Guitry. Et le maire avait interdit cette conférence en pensant que ce conférencier proche des milieux d'extrême droite de l'époque, de l'Action française, pouvait entraîner des violences dans la ville. Et le Conseil d'État a rappelé que le maire ne peut interdire une réunion que s'il existe des risques de troubles à l'ordre public d'une ampleur telle que les moyens dont le maire dispose sont insuffisants pour assurer le maintien de l'ordre public, et il juge en l'espèce que l'éventualité de troubles allégués par le maire de Nevers ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il n'ait pu, le maire, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre. Alors à l'époque, le mot de proportionnalité n'est pas prononcé, mais l'idée est très fortement affirmée. Une interdiction ne peut jamais être une interdiction générale et absolue. Elle doit être adaptée aux circonstances de temps et de lieu. Elle ne doit pas aller au-delà de ce qui s'impose pour assurer l'ordre et la sécurité. Les restrictions aux libertés inspirées par la sécurité, par l'ordre public, ne sont légales que si elles sont nécessaires. Ces principes ont été repris par le Conseil constitutionnel dans le contrôle qu'il exerce sur les lois. Il juge, le Conseil constitutionnel, qu'il incombe au législateur de concilier la protection des droits et libertés garantis par la Constitution avec la sauvegarde de l'ordre public, qualifié par le Conseil constitutionnel d'objectif de valeur constitutionnelle. Et vous voyez, là on trouve bien les 2 plateaux de la balance, des droits et libertés garantis par la Constitution et l'ordre public, objectif de valeur constitutionnelle. Les restrictions que la loi prévoit en matière de liberté doivent répondre, nous dit le Conseil constitutionnel, à un triple test de proportionnalité. Elles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. Et cette formulation a été reprise par le Conseil d'État. L'inspiration vient du Conseil d'État, elle a été un peu théorisée par le Conseil constitutionnel. Triple test, adapté, nécessaire et proportionné. Et le Conseil d'État a repris ce vocabulaire du Conseil constitutionnel. On peut noter enfin que ce principe de proportionnalité, très présent en droit français, est aussi un principe directeur du droit européen. Ses origines viennent sans doute du droit prussien, et on peut penser que le premier arrêt sur le thème de la proportionnalité a été rendu par la Cour suprême de Prusse en 1882, dans un arrêt qui a été commenté par un professeur suisse à l'époque, le professeur Flener, qui, commentant l'arrêt de la Cour suprême de Suisse, a eu cette formule, je la traduis en français, « La police ne doit pas tirer sur les moineaux à coups de canon ». Belle définition, mais de la proportionnalité. Le principe est présent en droit italien, il est présent en droit anglais, qui est pourtant un droit assez peu construit sur les principes, mais les juridictions britanniques font également appel au principe de proportionnalité, et ce principe est au cœur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est également présent dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui fait de la proportionnalité un principe directeur du droit de l'Union européenne. Et vous voyez donc qu'au travers de ces 3 grandes notions, liberté, ordre public, proportionnalité, nous avons vraiment 3 briques fondamentales qui construisent le droit des libertés. Mais ce droit des libertés n'est pas construit de manière figée. Il doit savoir évoluer. Nous sommes dans un monde en mouvement, et dans ce monde en mouvement, l'articulation entre sécurité et liberté appelle sans cesse des adaptations. Et pour présenter de manière aussi synthétique que possible ces adaptations, là aussi je voudrais mentionner 3 points qui me paraissent aujourd'hui très présents dans les débats actuels sur le droit des libertés, sur la conciliation entre liberté et sécurité. Premier point, les débats sur les libertés se sont fortement renouvelés. Nous ne parlons plus aujourd'hui exactement des mêmes libertés qu'il y a 1 ou 2 siècles. C'est-à-dire, il y a de nouveaux débats sur les libertés. Deuxième point, l'urgence a imposé, tout spécialement ces dernières années, de fortes nécessités. Et troisième point, qui sera un peu une forme de conclusion,
Nous constatons aujourd'hui que notre modèle de démocratie libérale, qui paraissait si solide depuis la démocratie athénienne jusqu'aux démocraties d'aujourd'hui, que ce modèle se trouve mis en question. Et voilà, je crois, les 3 séries d'interrogations sur lesquelles je voudrais dire quelques mots. Des débats renouvelés sur les libertés, les nécessités de l'urgence et la mise en question du modèle de démocratie libérale. Alors d'abord, des débats renouvelés sur les libertés. Le droit des libertés a constamment évolué, mais jusqu'à, je dirais, aux 20 ou 30 dernières années, il paraissait tout de même constitué de 2 strates successives principales. D'un côté, les droits politiques, les droits civils et politiques, hérités de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme, les grandes libertés publiques. Et d'un autre côté, les droits économiques et sociaux, affirmés au lendemain de la Libération dans l'esprit du Conseil national de la résistance. Et on vivait avec l'idée qu'il y avait ces 2 étapes. Les droits civils et politiques et les libertés publiques, héritage, disons, construit de la Révolution française à la Troisième République, et les droits économiques et sociaux, hérités, eux, de la libération et de l'évolution du monde dans la deuxième partie du XXe siècle. Alors, ces deux strates fondamentales, évidemment, sont toujours présentes. Mais les débats se sont fortement renouvelés, et ils se sont renouvelés à la fois sur des sujets d'ordre personnel, d'ordre intime, et sur des sujets qui touchent davantage aux grandes questions de société. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a tant d'interrogations, il y a beaucoup de questions nouvelles, à la fois sur des libertés de la personne, de l'intime de la personne, et sur l'exercice de liberté qui touche aux principaux débats de la société d'aujourd'hui. Alors, sur la vie personnelle, les progrès de la science et l'évolution des mentalités ont fait et font que toutes les étapes de la vie la plus intime de chacun, la naissance, la vie de couple, le mariage, la procréation assistée, la fin de vie, toutes ces étapes de la vie personnelle donnent lieu à des interrogations fortement renouvelées et connaissent d'importantes évolutions. Le législateur s'en fait l'écho. Au terme de discussions souvent très animées, il dégage des solutions qui viennent enrichir et en général apaisent le droit des libertés. Chacun se souvient bien sûr du courage de Simone Veil durant les débats qui ont précédé l'adoption de la loi du 17 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse. Et le sujet a rebondi puisque, en réaction au revirement de jurisprudence opéré en 2022 par la Cour suprême des États-Unis sur ce sujet de l'IVG, la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse a été inscrite il y a quelques mois dans notre Constitution par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, c'est vraiment la dernière pierre de notre droit des libertés, loi constitutionnelle du 8 mars 2024 qui a écrit dans la Constitution ceci: la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Après l'IVG, il y a eu les lois successives de bioéthique qui ont tiré les conséquences des avancées de la médecine et des avancées de la biologie pour reconnaître et encadrer les procédés de procréation médicalement assistée. Et là aussi, une loi récente, la loi du 2 août 2021, a ouvert ces procédés de procréation assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Le droit français, en revanche, de manière absolument constante jusqu'à maintenant, interdit la gestation pour autrui et l'insémination post-mortem, mais ces sujets sont des sujets importants de débat. Après la naissance, la liberté de choisir et d'organiser sa vie de couple a été profondément élargie, d'abord par la loi du 15 novembre 1999 instituant le pacte civil de solidarité, puis par la loi du 17 mai 2013 relative au mariage pour tous. Et
enfin, sur ces questions, je dirais, personnelles, individuelles, intimes, l'accompagnement de la fin de vie, douloureusement illustré par l'affaire Vincent Lambert, a conduit le législateur à franchir de premières étapes avec la loi Leonetti en 2005, la loi Claes-Leonetti en 2016, après justement l'affaire Vincent Lambert, et, comme vous le savez tous, une nouvelle loi qui ouvre des possibilités d'aide à mourir, tout en les encadrant, est en cours de discussion, et de très vives discussions au Parlement. Et donc vous voyez que vraiment sur tous ces sujets d'ordre très personnel, naissance, mariage, procréation, fin de vie, des questions tout à fait inédites se sont posées, des lois récentes ont été adoptées ou sont en cours de débat au Parlement. Et le mouvement, le renouvellement des interrogations sur les libertés n'est pas moindre en ce qui concerne les grands débats de société. Les débats sur la laïcité étaient apaisés depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Ils avaient été vifs avant et juste après la loi de 1905. À partir de 1918-1920, ils s'étaient beaucoup apaisés. Eh bien, ils ont fait un retour en force dans le débat public et ils suscitent aujourd'hui des polémiques passionnées, du foulard à l'abaya à l'école, jusqu'à la dissimulation du visage dans l'espace public, sur des sujets comme les crèches de Noël dans les bâtiments publics, le port du burkini dans les piscines ou sur les plages, la tenue des joueuses de football au sport, et maintenant plus largement des sportifs dans les compétitions sportives, et même le port de certains signes religieux au travail. On voit combien ces débats se sont renouvelés. Devant l'explosion des flux migratoires, les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ont fait l'objet de 29 lois en 40 ans. 29 lois en 40 ans. La dernière de ces lois, vous en souvenez, a vu de nombreuses dispositions censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 janvier 2024. Là encore, on est au début de cette année 2024. Ça a été une des plus controversées de ces lois. Il y a eu une tentative parlementaire de reprendre les dispositions au travers d'un référendum d'initiative partagée. Et cette tentative a échoué devant, là aussi, le Conseil constitutionnel. Sur la loi initiale, c'est pour des raisons de procédure parlementaire que le Conseil constitutionnel a largement censuré la loi que le Parlement venait de voter, en constatant que de nombreux amendements n'avaient pas de lien avec le texte initialement proposé. La deuxième décision qu'il a rendue, qui a d'ailleurs été moins commentée dans la presse que la première janvier 2024, la deuxième 11 avril 2024, on est vraiment dans le cœur de l'actualité. Dans cette deuxième décision, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions prévues dans le projet de référendum d'initiative partagée, cette fois pour des raisons de fond, pour des raisons d'obstacles constitutionnels de fond. À côté de ces grands sujets, laïcité, droit des étrangers, on a beaucoup de débats sur des sujets très variés, la régulation de l'Internet, du numérique, de l'intelligence artificielle, qui soulèvent des enjeux inédits au regard de la liberté d'expression et de la liberté de communication. Et enfin, la lutte contre le dérèglement climatique, le souci de protéger la biodiversité, appelle des actions fortes qui comportent aussi leur part de contraintes et donc de restrictions des libertés. Vous voyez donc que les débats sur les libertés se sont considérablement renouvelés et donnent lieu, je dirais, sous nos yeux, à beaucoup d'interrogations qui se déroulent aujourd'hui. Deuxième point, les nécessités de l'urgence. Ces nécessités ne sont pas nouvelles, mais elles ont pris une acuité fortement réaffirmée. Elles ne sont pas nouvelles. Jean-Jacques Rousseau, dans le Contrat social, écrivait en 1762 « Tout État libre, où les grandes crises n'ont pas été prévues, est à chaque orage en état de péril. » Là aussi, on ne saurait mieux dire. Pas sûr qu'il avait prévu le Covid. Tout État libre, où les grandes crises n'ont pas été prévues, est à chaque orage en état de péril.
tout notre droit de l'urgence aujourd'hui découle de cette réflexion de Jean-Jacques Rousseau. Et comme vous le savez, entre 2015 et 2022, cette année 2015-2022, un régime d'état d'urgence s'est appliqué plus de la moitié du temps. D'abord, un état d'urgence pour lutter contre le terrorisme, après les attentats de Paris et de Saint-Denis du 13 novembre 2015, et ensuite l'état d'urgence pour lutter contre la Covid-19 entre 2020 et 2022. Puis on a eu encore une dernière petite pierre d'état d'urgence, là qui n'a duré que 12 jours, le mois dernier, en Nouvelle-Calédonie. L'état d'urgence a été appliqué pendant 12 jours. Alors, ces périodes d'exception se sont accompagnées de très importantes restrictions aux libertés. L'état d'urgence terrorisme a rendu possible des assignations à résidence, des perquisitions administratives décidées par les préfets. C'est quand même très insolite qu'un préfet puisse décider de perquisition. Dans la période d'état d'urgence terroriste, c'était le cas. Des interdictions de réunion et des accès des autorités de police aux supports et aux traitements informatifs. Durant l'épidémie de Covid-19, nous l'avons tous vécu, ces mesures inédites de confinement, de port du masque, de fermeture d'établissements, d'interdiction de réunion, de passe sanitaire. C'était un degré de restriction aux libertés jamais atteint, en tout cas jamais atteint en dehors des périodes de guerre. Ces restrictions étaient nécessaires. Et là aussi, je voudrais rappeler les conclusions d'un illustre commissaire du gouvernement, Jean Romieux, une formule aussi très claire. Quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l'autorisation d'y envoyer les pompiers. C'est ce que disait Romieux devant le tribunal des conflits en 1902 dans ses conclusions sur l'affaire Société immobilière de Saint-Just. Le respect du domicile, c'est essentiel, mais quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l'autorisation d'y envoyer les pompiers. Et contrairement, à mes yeux en tout cas, à ce qu'on entend dire parfois, ces mesures d'état d'urgence se sont inscrites dans l'état de droit. Ce n'était pas la négation de l'état d'urgence, de l'état de droit. C'était l'état d'urgence dans l'état de droit. Et d'ailleurs, les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, ont exercé leurs prérogatives de contrôle. De très nombreuses questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées au Conseil constitutionnel et un contentieux très nourri s'est développé, en particulier devant le juge des référés du Conseil d'État, qui a acquis une notoriété considérable grâce, si je peux dire, à l'état d'urgence. Alors, même parfaitement justifiées et bien encadrées, les périodes d'état d'urgence n'en ont pas moins traduit une forte affirmation du besoin de sécurité qui peut conduire à une moindre prise en compte des exigences de la liberté. Et on peut relever qu'elle s'accompagne, au moment de la sortie de l'état d'urgence, de mesures permanentes, celles-là, qui sont prévues par la loi pour que, après l'état d'urgence, des instruments supplémentaires soient conférés aux autorités de police en matière de terrorisme ou aux autorités sanitaires en matière d'épidémie. Et on a pu voir que, en particulier, une loi de 2015 relative au renseignement a donné aux services de renseignement, dont le rôle est absolument essentiel, on le voit chaque jour, pour lutter contre le terrorisme, des moyens accrus, très accrus, tout en les encadrant pour la première fois par la loi. Lors de la sortie de l'état d'urgence terrorisme en 2017, une loi du 30 octobre 2017 a institué des mesures toujours applicables de contrôle administratif et de surveillance et a donné aux autorités de police des prérogatives nouvelles en matière d'institution de périmètres de sécurité, on le voit lors des manifestations, et de fermeture des lieux de culte. Après la levée de l'état d'urgence sanitaire, ont été inscrits dans le Code de la santé publique des dispositions permanentes pour mieux combattre les épidémies. Nécessité de l'urgence qui ont tout de même renouvelé le débat sur les libertés. Et enfin, et ce n'est peut-être pas le plus rassurant, une mise en cause du modèle même de démocratie libérale. On peut dire au fond que durant la seconde moitié du XXe siècle, après la guerre, et peut-être jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001, il y a eu un vent d'espoir qui a soufflé sur les libertés.
Des garanties internationales ont été instituées. La Déclaration universelle des droits de l'homme, inspirée par René Cassin, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies à Paris, au Palais de Chaillot, en 1948, suivie dans l'espace européen de la Convention européenne des droits de l'homme, signée en novembre 1950, et complétée pour ce qui est du droit de l'Union européenne par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée en 2000 et inscrite en 2007 dans le traité de Lisbonne. Dans le même temps que ces garanties internationales se mettaient en place, l'espace démocratique s'élargissait. Fin des dictatures en Méditerranée, en Grèce en 1975, au Portugal en 1976, en Espagne en 1978, signature de l'acte final de la conférence d'Helsinki en 1975, qui ouvre une étape décisive dans l'évolution des relations Est-Ouest, chute du mur de Berlin en 1989, éclatement de l'Empire soviétique qu'Hélène Carrère-Dancos avait au fond prédit dès 1978. Et en Russie, à cette époque, la perestroïka ouvre des perspectives encourageantes. Et dans ce contexte, les communautés européennes, comme on disait encore, accueillent de nouveaux membres et de nouveaux pays, y compris la Russie, rejoignent en 1996 pour la Russie le Conseil de l'Europe et adhèrent à la Convention européenne des droits de l'homme. Les valeurs de démocratie et de liberté paraissaient alors devoir l'emporter partout. Et un livre traduit très bien ce période d'optimisme, c'est le livre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme, qui est publié en 1992. Mais nous constatons que l'histoire ne connaît pas de fin. Peut-être se déroule-t-elle plutôt en cycles successifs qui font alterner les progrès et les reculs, les assurances et les dangers. Et dans son remarquable dernier livre, Le labyrinthe des égarés, Amin Maalouf, répondant peut-être un peu à Francis Fukuyama, écrit ceci. Amin Maalouf donc, a succédé à Hélène Carrère-Dancos comme secrétaire perpétuel de l'Académie française. Il écrit ceci. « Si certains ont pu croire que les chroniqueurs du temps arrêteraient d'écrire, n'ayant plus rien à dire, l'aventure humaine ne s'arrête évidemment jamais. » Et après les espérances de la fin du XXe siècle, apparaissent les frissons, les craintes, les angoisses même du début du XXIe. Les attentats du 11 septembre ont rappelé que le fanatisme et la violence barbare hantent toujours notre monde. Devant les crises qui se succèdent, les systèmes démocratiques se dérèglent, les idéaux populistes se propagent, la notion de démocratie non libérale, voire illibérale, voit le jour. Les extrêmes gagnent du terrain, les régimes autoritaires et même autocratiques se développent. Une marche supplémentaire a été franchie avec l'invasion le 24 février 2022 de l'Ukraine par la Russie. La Russie a été exclue du Conseil de l'Europe, ce qui n'était jamais arrivé depuis la création en 1949 du Conseil de l'Europe. Un mandat d'arrêt a été lancé contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale, mais on voit là les limites du droit, car ces répliques juridiques n'ont pas eu de véritable effet. Et dernier épisode, en octobre dernier, des attentats terroristes d'une violence inouïe commis en Israël, aux confins de la bande de Gaza, ont rempli le monde d'effroi et ont enclenché ce processus de guerre dont nul ne peut encore voir l'issue se dessiner. Si bien que de nouveau, la force prend le dessus sur le droit et sur la paix. Naguère associée et triomphante, la liberté, la démocratie se trouve mise en question. Là aussi, un livre, je crois, l'éclaire très bien, c'est le livre de Yascha Mounk, publié en 2018, « Le peuple contre la démocratie ». Le peuple contre la démocratie. Et Yascha Mounk constate un inquiétant divorce entre la démocratie et la liberté. Il écrit ceci, « La démocratie libérale est en train de se décomposer en ses différents éléments, donnant naissance à une démocratie antilibérale d'un côté, à un libéralisme antidémocratique de l'autre. » Et vous voyez qu'au-delà des préoccupations de sécurité, la liberté se trouve de la sorte mise en question, et mise en question de manière fondamentale. D'autres modèles de civilisation s'affirment qui ne reconnaissent pas
le rôle central de la liberté. L'idéal de liberté, j'espère vous en avoir convaincu, conserve néanmoins toute sa force. Sans prétendre s'imposer au monde, il apporte une stabilité et il ouvre des voies d'épanouissement qui ouvrent à la vie en commun de chacun des hommes et des femmes, à la vie en commun et à la coexistence pacifique des peuples d'incomparables atouts. Pour conserver toute sa vigueur, il lui faut trouver dans les sociétés démocratiques le juste équilibre, la proportionnalité avec les impératifs de sécurité. Et au total, même si le contexte évolue, les principes directeurs, hérités de la philosophie des Lumières, exprimés par la Déclaration des droits de l'homme, partagés dans l'espace européen, donnent des orientations nécessaires, si bien que je crois qu'on peut dire, pour terminer, que plus que jamais, la bonne articulation entre la sécurité et la liberté est ainsi la clé de voûte, mais une clé de voûte qui a ses fragilités, la clé de voûte de l'édifice démocratique. Merci beaucoup. Et donc voilà, suivons bien les horaires qui nous ont été indiqués. Le temps est venu des questions. Donc je crois qu'il y a un micro qui peut vous permettre d'être entendu de tous, et notamment pour la diffusion. Il est important de bien parler dans le micro pour ceux qui veulent s'exprimer, poser des questions ou formuler des observations ou des objections. Bonjour. Alors, j'ai pas fait de droit, je suis un peu novice, mais j'avais une question par rapport à l'accélération du nombre de lois et de questions qui sont en train de se poser. Combien de personnes réfléchissaient avant sur les lois qui étaient mises de temps en temps? Et là, on sent que ça va être complètement incroyable, le nombre de questions sur lesquelles on va se poser par rapport à Internet, les enfants, le burkini, la manière de s'habiller, tout ce dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont réfléchir à ça aujourd'hui? Ou est-ce que c'est le même nombre de personnes qui se trouvent juste confrontées à plus de questions? Oui, alors là, c'est une question que peut-être M. Pernaut pourrait dire quelque chose sur la Grèce, la manière dont si vous le souhaitez, pourrait peut-être dire qu'au fond, je pense que dès la démocratie athénienne, cette question se posait. Qui effectivement s'occupe du sujet? Et votre question, elle est au cœur effectivement des interrogations démocratiques d'aujourd'hui. De qui relèvent les réflexions, les délibérations et les décisions? Alors, dans notre régime classique, si on regarde notamment la Troisième République, c'est le Parlement. Et les débats se font au Parlement. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus longs qu'aujourd'hui et d'un niveau de réflexion assez différent de celui, honnêtement, que l'on voit au Parlement d'aujourd'hui. La loi sur la liberté d'association a mis presque 10 ans à être votée entre la Chambre des députés et le Sénat. La loi de 1905 a été précédée de débats exceptionnels, avec notamment les interventions d'Aristide Briand qui ont éclairé les débats. Donc, à cette époque-là, tout se passait au Parlement, en réalité. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. On voit d'abord un appel à des instances de réflexion en matière d'éthique. Le Comité national consultatif d'éthique a réfléchi à toutes les lois sur la bioéthique. Le Conseil d'État intervient beaucoup sur ces sujets par ses études et ses rapports. Et il y a la recherche d'éléments de démocratie plus citoyenne, comme on dit aujourd'hui. Les conventions citoyennes sur le climat, sur la fin de vie, ont été des recherches aussi d'élargissement du cercle de réflexion. Mais je crois que là, on voit bien, et là, on touche un peu au cœur de notre modèle démocratique, qu'on a peut-être du mal aujourd'hui à bâtir complètement un système pleinement satisfaisant. Alors, je peux vous indiquer d'ailleurs que nous allons entamer une réflexion commune de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques sur les rapports entre expertise scientifique et décision politique,
Et on l'a bien vu pendant le Covid, notamment. Et d'ailleurs, l'Académie des sciences est aujourd'hui présidée par le professeur Fischer, qui avait présidé le comité vaccinal pendant la période du Covid. Et on voit bien qu'il y a des questions là-dessus. Est-ce que ce sont les experts scientifiques? Est-ce que ce sont les gouvernements, les parlements? Enfin, qui et comment se fait l'articulation? Mais je pense que ce serait intéressant, comme on a la chance d'avoir M. Pernaut parmi nous, qu'il puisse peut-être compléter ma réponse par quelques éléments de réflexion sur la démocratie athénienne, qui déjà avait, je pense, ce type, vous allez nous éclairer, m'éclairer, moi le premier, sur ces sujets, mon cher confrère. Ouais, disons du point de vue grec, le problème a été posé explicitement, puisque comme le système grec était une démocratie directe, la question se posait le problème était de savoir dans quelle mesure on peut faire confiance au peuple, puisque c'était directement le peuple qui prenait la décision. Et les philosophes se sont penchés sur la question, Aristote en parle, et leur conclusion, c'est une conclusion optimiste, enfin roborative, qui peut nous faire plaisir. Ils pensent que le peuple, en tant que peuple, a une sagesse supérieure à celle des individus qui le composent. Et donc une sorte de sagesse de corps qui du coup mérite d'être suivie, même si les individus, chacun est ce qu'il est, animé par les passions humaines. Et c'est une des clés que l'on prêtait au système démocratique. Alors je ne sais pas si on peut l'appliquer aujourd'hui. En tout cas, on voit vraiment ces débats et regardez, c'est quand même très intéressant. Il y a un sujet, incontestablement, le peuple ou la démocratie représentative, le Parlement. Et dans les lois que j'ai évoquées, dans les lois récentes, la loi sur l'IVG ne serait sans doute pas passée en référendum. L'abolition de la peine de mort ne serait pas passée en référendum. Les débats sur l'immigration, on voit bien qu'il y a une différence entre ce que fait le Parlement et ce qui était imaginé par un référendum d'initiative partagée. Et là, on est vraiment au cœur de grands débats aujourd'hui sur les grands choix sur les libertés. Sont-ils mieux faits par le peuple dans son entier ou par des représentants du peuple qui peuvent se détacher de certaines passions aussi qu'un vote un peu... Alors, il est vrai que le monde aujourd'hui est plus complexe que le monde d'Athènes aussi. Les sociétés sont plus nombreuses. Voilà, c'est pas le même effectif de citoyens non plus. Voilà, enfin, il y a tous ces éléments, mais là, on est vraiment au cœur, je crois, des réflexions sur comment aujourd'hui faire vivre au mieux notre système démocratique pour qu'il continue de garantir les libertés. Allez-y. Alors, je n'ai pas fait de droit non plus, mais j'avais une question par rapport à législation avec l'UE qui tente de suivre aujourd'hui la tendance avec l'évolution de l'IA et de la sécurité numérique, mais qui est déjà en retard par rapport aux avancées technologiques. Et donc, la loi peut-elle prévoir le champ dans lequel elle doit agir et son rôle dans ce champ, alors même qu'il n'existe probablement pas encore? Et dans ce cas, comment est-ce possible? Oui. Alors, c'est vrai que sur ces sujets de très grande évolution, il y a toujours un petit retard du droit par rapport à l'évolution des techniques. Il est quand même important que le droit se manifeste, parce que, vous voyez, en matière d'informatique, la première grande loi, la loi informatique et liberté, janvier 1978, est intervenue alors que bien sûr les ordinateurs avaient commencé à fonctionner, mais ce n'est pas l'ampleur d'aujourd'hui, mais elle est venue poser des principes qui encore aujourd'hui viennent de manière extrêmement importante encadrer le droit du numérique. Alors après, d'autres lois sont intervenues et on voit de manière certaine, alors que la véritable régulation recouvre d'autres débats, ne peut plus être une régulation simplement nationale, et qu'au minimum, pour nous Européens, il faut des régulations au niveau européen. Et c'est un domaine où l'Union européenne, qui parfois n'a pas toujours le même degré de performance, là a été remarquablement performante. Le règlement général sur la protection des données et le vote plus récent du Digital Services Act sont des textes qui ont d'abord l'avantage de s'appliquer à l'échelle de l'Union européenne, déjà une échelle importante, et qui sont devenus des références mondiales. Devenus des références mondiales parce que ces textes ont été bien pesés, bien conçus,
un peu un droit d'expert, là, du coup, pas effectivement un droit très adoption démocratique, hein, ni par les Parlement européen intervient, mais enfin, disons que c'est quand même assez largement un droit d'expert, mais un droit qui arrive à donner au numérique un premier encadrement. Et l'Union européenne est en pointe aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. La seule enceinte sur laquelle on commence à avoir des éléments de droit en matière d'intelligence artificielle, c'est l'Union européenne. Les États-Unis ne l'ont pas fait, n'entendent pas, d'ailleurs, je crois, le faire aujourd'hui. Aucun autre pays au monde n'a commencé les textes n'ont pas encore été adoptés, mais au moins à réfléchir à un encadrement juridique de l'intelligence artificielle. Donc, besoin incontestablement, notamment vis-à-vis des géants du numérique, d'être à une échelle géographique suffisante. On voit bien que ce que peut dire un pays même important comme la France ou l'Allemagne ne pèse pas assez lourd. Quand c'est l'Union européenne qui réglemente, là, même les géants du numérique, américains ou chinois, ils sont quand même très attentifs à ce que dit l'Union européenne, et les États-Unis eux-mêmes regardent de très près ce que fait l'Union européenne, même si la culture américaine n'est pas non plus de légiférer sur ces sujets. Voilà. Et donc, c'est aussi un peu la manière dont se construit le droit, là aussi l'espace dans lequel il s'édifie, qui évolue avec les techniques. Et alors là, voilà, je disais qu'il y a des adaptations sans cesse. Dans ce domaine-là, c'est certain qu'on est, spécialement sur l'intelligence artificielle, au tout début de la construction juridique. Et puis, il y aura forcément une dialectique permanente entre avancées techniques et régulation juridique. Bonjour monsieur, merci pour votre intervention. Donc vous avez rappelé la nécessité du maintien de l'ordre public, mais ma question c'est, est-ce que le désordre est-il fondamentalement illégitime dans la mesure où le désordre, quelle qu'en soit la forme, que ce soit l'émeute, la manifestation, même la révolte, peut permettre une extension des libertés? Du coup, est-ce que le désordre est fondamentalement illégitime? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des moments, effectivement, la Révolution française en est l'illustration, où l'ordre public établi se renverse, et se renverse au bénéfice d'un autre ordre. Voilà. Et ça, effectivement, et d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme affirme le droit de résistance à l'oppression, et donc par là peut légitimer une certaine forme de violence, effectivement. Ce que les systèmes démocratiques ont essayé de faire, essayent de faire, c'est justement de rendre inutiles ces moments de violence et d'organiser, je dirais, un système apaisé de relations sociales dans lequel les différents points de vue peuvent s'exprimer, s'écouter, se combattre, mais se combattre pacifiquement. Et puis après, des élections libres permettent de faire des choix. C'est même tout le pari de la construction démocratique, je dirais, à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Il est assez frappant de voir que les nations démocratiques je crois, y compris dans la longue histoire, ne sont pas tellement la guerre entre elles. Alors peut-être Sparte et Athènes, il y aura peut-être des choses à dire là-dessus aussi. Mais voilà. Mais disons que les pays démocratiques ne se font pas tellement la guerre, parce qu'ils construisent un système de droit, de paix, d'ordre international régi par le droit. Il y a une petite part d'illusion peut-être là-dedans. Enfin, il y a aussi une part de réalité quand même. Donc éviter les conflits interne comme externe, c'est tout de même, je crois, l'inspiration et peut-être une forme même de qualité des régimes démocratiques. Alors maintenant, il peut y avoir des moments effectivement où il est nécessaire que
que le couvercle saute un peu et que voilà, alors ça peut être une forme purement révolutionnaire, un changement de régime politique, ça peut être des mouvements assez forts de ce point de vue-là. Ces lieux, on peut évidemment penser à mai 68 qui a même fait évoluer la société, les conceptions de la liberté au prix d'une certaine violence, relativement limitée quand même par rapport à ce qu'on peut observer ailleurs et par la suite. Mais disons, tout de même, je crois que l'objectif premier d'un régime démocratique est d'essayer d'éviter que des violences soient nécessaires et de permettre au dialogue démocratique et aux élections libres de continuer à construire une société apaisée et également, en parallèle, d'éviter la guerre entre des nations qui, en principe, font le choix de régler par le droit les conflits qui les opposent. Mais c'est vrai que de temps en temps, alors spécialement dans l'ordre international, le rapport de force prend le dessus par rapport aux constructions juridiques. Bonjour. Aujourd'hui, à qui revient ou à qui devrait revenir l'évaluation et la mise en œuvre de la proportionnalité dans l'articulation entre liberté et sécurité? Je dirais que chacun a son rôle à jouer. Celui qui décide d'abord, les autorités de police quand elles prennent des décisions, le Parlement quand il vote des lois, doivent s'interroger sur le respect du principe de proportionnalité. Et de ce point de vue-là, je trouve par exemple vraiment très critiquable l'attitude qui consiste parfois à dire je prends une mesure, elle est peut-être bien illégale parce que disproportionnée, puis le juge fera le tri après et on verra après le juge. Non, je crois que c'est chaque décideur d'abord qui doit prendre ses responsabilités. Après, justement, dans un système juridique organisé, s'il y a une contestation, ce sont les juridictions compétentes qui apprécient, et c'est parfois assez délicat, parce qu'il y a une part d'appréciation qui est pas toujours facile à formuler. Le juge constitutionnel, si c'est le législateur, le juge compétent pour juger les actes de l'administration quand ce sont des décisions administratives, locales ou nationales, qui va peser au terme après un débat contradictoire devant lui, où est la proportionnalité. Alors, voilà, je crois que tous les exemples que j'ai cités le montrent bien. C'est une fois que la décision est rendue, bon, on voit bien, au moment de la rendre, c'est pas toujours complètement évident. Et il y a une part importante d'appréciation. Et c'est pour ça qu'il y a un rôle normal des juges. Je ne sais pas si c'est un peu derrière votre question, mais parfois on va dire ça donne trop de pouvoir aux juges. Bon, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Le juge remplit son office, remplit sa mission. Quand il est saisi, les juges ne s'auto-saisissent jamais, quand il est saisi d'un litige, d'un conflit, il va peser après un débat contradictoire et dire à un moment donné ce qui lui paraît la bonne solution. Mais vraiment, il ne faut pas non plus tout attendre du juge. C'est d'abord aux autorités qui prennent des décisions de connaître ces principes et de veiller à respecter la proportionnalité. Il y aura d'autant moins de recours aux juges que les décisions ont été bien prises et bien pesées par les autorités compétentes. Bonsoir Monsieur Stirn, merci pour cette présentation intéressante. J'avais une question par rapport à votre conclusion, notamment sur la notion... Est-ce que vous pouvez vous lever parce que je ne vois pas ce qui peut... Voilà, d'accord, je ne voyais pas, voilà. J'avais une question par rapport à votre conclusion, notamment sur la liberté aujourd'hui qui est un peu tiraillée entre deux extrêmes, on pourrait dire, notamment sur votre notion de libéralisme antidémocratique. Moi, je pense, quand vous dites ça, moi je pense notamment au risque que génère par exemple l'idée de fake news ou de complotisme qui sont certes liés à la liberté d'information et de communication, mais qui peuvent être assez préjudiciables pour l'ordre démocratique, notamment lorsque sont véhiculées des idées assez antidémocratiques. Et moi je pense notamment à des... Est-ce qu'il serait aujourd'hui envisageable de penser l'ordre public notamment comme
comme incluant la préservation des valeurs fondamentales démocratiques et de l'état de droit, à l'image de ce qui peut se passer notamment en Allemagne, avec les mécanismes constitutionnels et législatifs qui sont prévus pour, on va dire, diminuer l'effet des mouvements d'extrême droite populistes. Voilà. Oui. Non, vous avez tout à fait raison d'évoquer effectivement la question, c'est bien ça, le libéralisme antidémocratique, effectivement, des fausses nouvelles, des rumeurs, des réseaux sociaux, de la propagation de la haine sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on voit bien que là, et là, c'est vraiment, ça illustre bien les contradictions possibles entre liberté et ordre public. La liberté incontrôlée d'expression sur les réseaux sociaux, alors plein de liberté, mais des conséquences catastrophiques, non seulement sur l'ordre public, mais effectivement sur même l'équilibre de la société, par le biais de fausses nouvelles et de polémiques et, je dirais, d'intoxication des esprits au travers des réseaux sociaux. Et je crois quand Yashamoum parle dans la phrase que j'ai citée de libéralisme antidémocratique, c'est exactement ça. C'est ce genre de risque qu'il pense. Alors c'est vraiment, je crois, tout à fait dans la réflexion sur notre sujet. Et je crois que c'est déjà dans la conception large que nous avons en France aussi de l'ordre public, justement, c'est déjà présent. Et c'est pour ça que je dis que l'ordre public, c'est l'ordre public matériel, mais beaucoup plus que l'ordre public matériel, et c'est peut-être l'ordre public démocratique en réalité, l'ordre public au fond au total, et c'est ce qui permet aux législateurs par la loi, aux autorités exécutives par des mesures qu'elles arrêtent, de veiller à ce que l'exercice des libertés ne vienne pas compromettre l'ordre public. Comme vous, je regarderai assez volontiers comme les valeurs essentielles du système démocratique et l'ordre public démocratique au sens le plus largement entendu. Et c'est vrai que ça nous fait percevoir sous un jour assez renouvelé ces rapports entre liberté et sécurité. Allez-y. Vous avez parlé des débats qui ont été soulevés à l'Assemblée, notamment sur la GPA et sur les lois pour la fin de vie. On a également vu à l'Assemblée des questionnements sur l'attribution des chaînes de la TNT. Et ma question rejoint un peu celle de la personne précédente, c'est sur le débat de la concentration des médias. Comment est-ce que ça intervient dans cette dualité entre sécurité et liberté, parce qu'il me semble que ça questionne aussi la sécurité et la liberté d'une manière plus insidieuse et moins empirique que l'ordre public dans la rue. Voilà. Oui, non, tout à fait d'accord aussi. C'est une très bonne réflexion, et c'est sûr que il y avait, comme disait votre camarade, les réseaux sociaux. Il y a les médias en général, et veiller au pluralisme des médias, c'est un élément indispensable du système démocratique. Alors là, la loi le fait assez largement, les règles de concentration de la presse écrite et plus encore de la presse radio et télévisuelle ont bâti un système très très complet qui vise à garantir le pluralisme des médias, et ont donné on crée, pour ce qui est de l'audiovisuel, naissance, c'est aussi une nouveauté de notre époque, à une autorité de régulation, aujourd'hui l'ARCOM, qui est chargée de la régulation de l'ensemble du secteur télévision et radio, et qui est chargée notamment de veiller au respect du pluralisme des courants d'expression dans la presse
presse audiovisuelle, dans l'ensemble des médias audiovisuels. Alors, c'est des rôles qui sont pas faciles et qui évoluent. Là aussi, c'est un très bon exemple, effectivement, d'évolution avec le temps. Je n'ai pas évoqué, mais votre question conduit à y penser, la décision que le Conseil d'État a rendue, qui est aussi pas mal critiquée, sur l'obligation pour l'ARCOM de tenir compte, dans le respect du pluralisme des courants d'expression, non seulement des invités par les chaînes de radio, de télévision, mais également de tous ceux qui s'expriment, y compris les chroniqueurs, les éditorialistes de la chaîne. Tout simplement, je crois que cette décision qui donne un mode d'emploi à l'ARCOM, ce qui est le rôle du Conseil d'État comme juge des décisions de l'ARCOM, s'inscrit dans un contexte audiovisuel renouvelé, effectivement. Sans doute, quand la loi initiale a été votée en 1986, il y avait beaucoup moins de chaînes, et on ne voyait pas apparaître, ce qui en soi n'a rien d'illégitime, des chaînes avec, je dirais, un fort affichage politique, d'opinion, une opinion fortement affirmée par une chaîne. Et c'est possible, dès lors que l'ensemble du paysage audiovisuel respecte le pluralisme, mais pour l'apprécier, compte tenu de ce que sont devenus les modes d'expression, notamment à la télévision aujourd'hui, on ne peut pas, comme sans doute il y a 40 ans c'était possible, compter uniquement les invités. Parce que quand il n'y avait que les invités qui étaient, je dirais, marqués de telles préférences sociopolitiques, il était tout à fait normal de s'en tenir aux invités. Dès lors que dans le paysage aujourd'hui, le marquage, c'est les invités bien sûr, mais pas seulement eux, et c'est aussi les chroniqueurs, les éditorialistes, bien, la pesée de l'équilibre des différents courants d'expression doit tenir compte de cette réalité, et c'est tout simplement ce qu'a entendu indiquer, et je crois vraiment à juste titre, le Conseil d'État dans cette décision. C'est pas du tout une décision anti-CNews ou anti-qui que ce soit, c'est une décision qui dit, dans le monde audiovisuel d'aujourd'hui, les médias audiovisuels ont évolué. Les évolutions, elles sont partout. Ils ont évolué et on voit apparaître des médias qui affichent, ce qui en soi, encore une fois, n'est pas du tout répréhensible, une certaine forme d'orientation. Simplement, pour l'apprécier, pour la peser et pour assurer que l'ensemble des courants d'expression sont bien représentés dans l'ensemble du paysage audiovisuel, on ne peut plus décompter uniquement les invités. Voilà. Mais c'est effectivement une très bonne illustration de ces interrogations et ces renouvellements permanents de la manière de poser et d'essayer de résoudre les questions. Oui. Bonsoir, j'ai une question qui revient sur le sujet de la liberté au niveau du corps. Je suis doctorante en sport santé et ambassadrice sur le sport francophonie. C'est pour ça que je viens sur la question du corps et de sa possession par l'individu dans le sujet de la liberté. Les exemples que vous avez donnés au niveau des lois sont principalement des exemples concernant le corps féminin sur la privation du droit d'usage de leur liberté. Est-ce que vous avez des équivalents concernant les corps masculins? Et peut-être que ça permettra de faire une étude comparative sur le sujet. Merci. Ouais. Alors, c'est vrai que la plupart des questions qui se sont posées, notamment l'affaire du burkini, c'était les femmes. Maintenant, l'abaya, c'est les garçons. Hein, c'est pas, et dans ce qu'on voit quand même commencer à se développer aujourd'hui, certains litiges sur les signes religieux au travail, est-ce que l'employeur peut ou non réglementer le port des signes religieux au travail? Ça concerne vraiment à la fois les hommes et les femmes. Donc c'est vrai qu'il y a eu dans le voile dans l'espace public, le burkini, ça c'était clairement les femmes, les footballeuses. Mais voilà, je crois que le débat sur les signes religieux dans l'espace public peut
c'est vrai qu'il y a peut-être plus de regard sur les vêtements féminins parce que, au nom de visions souvent un peu déformées de l'islam, il y a des soi-disant règles imposées aux femmes, et derrière ça le problème égalité homme-femme, mais c'est pas un problème exclusivement féminin. Et le port des signes religieux dans l'espace public concerne aussi les hommes, avec peut-être moins d'occurrences de grands débats. Bonjour. Que pensez-vous des critiques du Conseil constitutionnel et indirectement de l'état de droit, notamment par les Républicains récemment avec leur refus du référendum d'initiative partagée? Et est-ce que vous pensez qu'elle représente une incompatibilité entre démocratie et état de droit? Pardon, je n'ai pas compris la première question. La dernière phrase. Est-ce que vous pensez que les critiques du Conseil constitutionnel représentent une incompatibilité entre démocratie et état de droit? Merci beaucoup. Ouais. Non, écoutez, moi je ne vais pas commenter tel ou tel. Il est tout à fait normal qu'il y ait des débats sur les décisions du Conseil constitutionnel comme des autres juridictions. Voilà. Un juge se prononce, il prend une décision, il remplit son office. Le débat démocratique peut conduire à discuter, à contester telle ou telle décision. Ce qui est important dans l'état de droit, c'est que les décisions soient appliquées, soient respectées quand elles sont rendues. Et là, on est heureusement encore aujourd'hui en France dans un système où les décisions des juridictions, même quand elles donnent lieu à des polémiques, sont respectées et sont appliquées. Pour ce qui est du Conseil constitutionnel, je dirais par essence même, il touche à des sujets très politiques et souvent à des débats politiques immédiats. Il saisit d'une loi juste après le vote par le Parlement. Simplement, je crois qu'il faut vraiment être conscient que le débat devant le Conseil constitutionnel n'est pas un débat de nature politique. Le Conseil constitutionnel, comme les autres cours constitutionnels dans le monde, il a une mission qui est de veiller au respect des principes constitutionnels. Alors, cette mission lui donne une marge importante parce que c'est lui qui va d'abord exactement définir les principes constitutionnels et ensuite les appliquer dans un cas particulier où très souvent une hésitation est permise. Mais il le fait dans un cadre juridique. Il le fait dans un cadre juridique, au regard de sa propre jurisprudence d'abord, et puis au regard, je dirais, quand même de l'équilibre de l'ensemble de notre système juridique. Et ce qui est très important, c'est la cohérence de la jurisprudence. Et ça, je crois qu'on peut reconnaître au Conseil constitutionnel les vertus de la cohérence. Et c'est cette forme aussi, je dirais, d'autolimitation du juge. Alors lui-même dit très régulièrement, et très légitimement, qu'il n'a pas un pouvoir d'appréciation identique à celui du Parlement. C'est pas une troisième chambre, le Conseil constitutionnel, après les débats dans les deux assemblées. Donc il n'a pas un pouvoir, il dit lui-même qu'il n'a pas un pouvoir d'appréciation comparable à celui du Parlement, mais qu'il doit veiller à ce que dans le vote de la loi, le Parlement respecte le cadre constitutionnel. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que ce rôle d'un juge constitutionnel, c'est quelque chose d'assez récent dans le monde, qui n'a commencé d'apparaître véritablement à grande échelle qu'après 1945. Avant 1945, il y avait une cour constitutionnelle aux États-Unis, la Cour suprême des États-Unis, dans un contexte quand même très différent, de caractère presque sacré de la Constitution et création en même temps des États-Unis, de la Constitution américaine, de la Cour suprême des États-Unis. Mais ce système n'avait pas traversé l'Atlantique. Et d'ailleurs, en France, l'idée qu'un juge vienne contrôler les actes du Parlement était à
assez étrangère à l'idée de souveraineté parlementaire. Et à partir de 1945, démocratie et contrôle de constitutionnalité ont commencé à cheminer de plus en plus ensemble. D'abord dans les pays qui sortaient de la dictature, Cour de Karlsruhe en Allemagne, Cour constitutionnelle en Italie, et puis après, lors du retour de la démocratie, Cour constitutionnelle en Espagne, au Portugal, et en France, beaucoup de retenues. Rien avant 1958, et encore en 1958, le Conseil constitutionnel n'est pas créé comme une véritable Cour constitutionnelle. Il est devenu, par sa propre jurisprudence, les pouvoirs qui s'est reconnu. Et il est intéressant de noter que le pouvoir constituant, loin de lui renier son rôle de juge constitutionnel, l'a au contraire conforté. Car la Constitution aurait pu être modifiée pour encadrer beaucoup plus le Conseil constitutionnel. C'est exactement l'inverse qu'a fait le pouvoir constituant. Il est intervenu 2 fois, en 1974 pour permettre à 60 députés et 60 sénateurs de le saisir, en 2008 pour permettre à tous les citoyens par la QPC. Donc le constituant, il a montré lui-même qu'il entendait au contraire non pas freiner le Conseil constitutionnel, mais au contraire accompagner son expansion en permettant des saisines beaucoup plus nombreuses. Il ne faut pas oublier que le dernier mot revient au pouvoir constituant. Et jusqu'à maintenant, les 2 révisions de la Constitution qui ont intéressé le Conseil constitutionnel ont beaucoup contribué à l'expansion du rôle du Conseil constitutionnel. Voilà. Et donc je crois qu'il remplit cette mission. Après, comme toutes les juridictions, il peut à certains... toute décision peut être contestée. Non, un dernier mot peut-être sur le contrôle de constitutionnalité. Ce qui est très intéressant d'observer, c'est qu'il y a quand même de grandes démocraties qui n'ont pas de cour constitutionnelle. En Europe, on peut citer le Danemark, la Suisse, et peut-être encore le Royaume-Uni. Même si, c'est ça qui est intéressant, dans ce pays, par essence même, alors là, la souveraineté du Parlement, qui est le cœur du régime britannique, la souveraineté parlementaire, la nouvelle Cour suprême du Royaume-Uni commence à jouer un certain rôle constitutionnel. Quand au moment du Brexit, elle juge que le référendum, c'est une chose, mais qu'il ne pourra y avoir de Brexit qu'une fois que le Parlement l'aura voté, lorsque le gouvernement de Boris Johnson met le Parlement un peu de côté pour pouvoir négocier plus facilement l'accord de Brexit, la Cour suprême du Royaume-Uni ordonne la réunion immédiate du Parlement en disant il est impossible au gouvernement britannique de suspendre les travaux parlementaires, en tout cas au-delà de quelques jours, et sur une question aussi importante que le Brexit, d'empêcher le Parlement de s'exprimer à tout moment. Et elle dit d'ailleurs, parce que les décisions sont à l'époque prises par la reine formellement, et pour ménager la couronne, disent que cette décision a été prise sur les mauvais conseils que le gouvernement a donné à la couronne, et donc que le Parlement doit se réunir, et le lendemain, le Parlement se réunissait. On voit que l'existence d'un juge constitutionnel, y compris sur des sujets, alors là, du coup, quand même très politiques, parce que le Conseil constitutionnel n'a absolument pas ce type de pouvoir en France. Et dans un droit beaucoup moins écrit qu'est le droit britannique, la Cour suprême du Royaume-Uni s'est reconnue, et le Royaume-Uni et les autorités politiques ont accepté que la Cour suprême invalide la décision du gouvernement de mettre le Parlement en vacances pendant plusieurs semaines et ordonne au Parlement de la convocation immédiate du Parlement. Donc voilà, alors, il y a aussi eu dans la presse britannique, notamment dans certains newspapers britanniques des critiques, mais au total, comme ce qu'a fait la Cour suprême a été respecté, a été appliqué. Eh bien, un grand merci, monsieur, d'avoir pris le temps d'être attentif à chacune des questions.
Vous avez cité beaucoup de livres, j'en citerai l'un des vôtres pour ceux qui veulent approfondir. Il s'appelle « Les libertés en question ». Voilà, et c'est une très bonne synthèse sur tous ces sujets pour approfondir. Et par ailleurs, toutes les conférences qui ont eu lieu dans le cadre de ce cycle autour de la liberté ont fait l'objet d'une captation vidéo. Donc si vous avez manqué quelques épisodes, rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'Institut de France ou sur la page Un semestre avec les académiciens. Merci et à bientôt.